Le calme du lac Léman contraste avec les tensions au cœur des pourparlers qui ont repris près de Genève, où le sultanat d'Oman joue les médiateurs. La délégation américaine veut arracher un accord garantissant que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique. Le chef de la diplomatie iranienne, qui a donné une interview avant de s'envoler pour la Suisse, se défend, lui, de toute ambition militaire. Nous sommes prêts à dissiper les inquiétudes, mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre droit à l'utilisation pacifique et civile de la technologie nucléaire. Pour mettre la pression sur le régime des Mollahs, Donald Trump a déployé les grands moyens dans la région, prêt à frapper. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. L'administration Trump voudrait également inclure dans les pourparlers la question des missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis. Mais pour Téhéran, ce n'est pas à l'ordre du jour. L'Iran refuse de parler des missiles balistiques, que ce soit avec nous ou avec qui que ce soit. C'est un gros problème. Dans les rues de Téhéran, les Iraniens apparaissent sceptiques sur l'issue des pourparlers de Genève. À mon avis, les négociations ne mèneront à aucun résultat. Trump dit qu'une guerre serait terrible pour l'Iran. Il y aurait une famine et la population souffrirait énormément. Mais les gens souffrent déjà. Après la répression sanglante des dernières semaines, la justice iranienne multiplie les condamnations à mort. Malgré tout, des étudiants ont recommencé à protester contre le régime. Alors, ces nouvelles manifestations peuvent-elles pousser Donald Trump à frapper militairement l'Iran? Ou n'est-il intéressé que par les négociations sur le nucléaire? Sera-t-il capable d'attendre un accord ou risque-t-il de déstabiliser toute la région? Eh bien, nous allons voir ça tous ensemble. Merci à tous de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Azad Ekian. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite en sociologie politique à l'université Paris-Cité, spécialiste de l'Iran. Selon vous, les États-Unis n'ont pas intérêt à frapper l'Iran, dites-vous. Ils ne sont pas prêts, redoutent une riposte de Téhéran, et c'est pour ça que le discours de Donald Trump laisse la porte ouverte aux négociations. À vos côtés, général Nicolas Richoux, bonsoir, bienvenue à vous, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Selon vous, l'armada déployée par les États-Unis est impressionnante, mais pour autant, elle ne peut pas mettre à genoux une puissance continentale comme l'Iran, dites-vous. Et puis à vos côtés, Agnès Levallois, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, spécialiste du Proche-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe s'inquiètent du chaos que pourrait provoquer une intervention militaire américaine. Ils préfèrent donc un régime faible plutôt qu'un changement de régime à Téhéran. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Marcelo, vous avez une photo qui est une photo du jour. Alors, c'est le plus grand porte-avions du monde. C'est l'USS Gerald Ford qui vient de quitter ce matin une base navale en Crète et qui se dirige dans la région. Donc, on va se retrouver dans la zone avec 2 porte-avions et une dizaine de navires de guerre. Alors, je me tourne vers vous, Général. Est-ce que c'est une armada qui est suffisante pour frapper l'Iran ou est-ce que c'est juste une façon pour les Américains de bomber le torse? Alors, suffisante pour frapper l'Iran, certainement. Parce que lorsque vous rajoutez à ces 2 porte-avions qui ont de tous les deux, grosso modo, 80 avions à bord, c'est absolument considérable, plus les bases au Moyen-Orient dont ils disposent tout le long du Golfe Persique, vous avez vraisemblablement de quelque chose comme 300 chasseurs qui sont capables de frapper n'importe quel point de l'Iran. Vous rajoutez à ça les B-2 de Diego Garcia avec les fameuses bombes qui tapent en sous-sol, comme on l'a vu en juin dernier, la GBU-57 qui peut taper à 40 mètres, et puis pour les installations nucléaires, oui, ils peuvent frapper ce qu'ils veulent, mais est-ce suffisant pour mettre à mal un pays qui fait 1,8 million de kilomètres carrés et 90 millions d'habitants? Certainement pas, car regardez bien la carte, c'est une puissance continentale avec 16% de frontières maritimes uniquement. Et donc je ne vois pas comment une marine peut mettre à plat le régime des Mollahs actuellement. Selon vous, Azad Ekian, les Américains n'auraient pas intérêt, d'ailleurs, sur le plan militaire, à frapper l'Iran? Écoutez, non, parce qu'ils craignent aussi, on le sait, la riposte des Iraniens, parce qu'ils ont encore leurs missiles balistiques. Depuis le mois de juin, ils ont beaucoup travaillé aussi sur leurs missiles balistiques. Le mois de juin qui était le moment où il y a eu des frappes américaines, justement, sur les sites nucléaires iraniens. Absolument, et on a bien vu que les missiles balistiques iraniens ont pu atteindre Israël malgré le dôme de fer, etc. Donc, il y a effectivement la crainte que ces missiles puissent
atteindre à la fois les soldats américains qui sont stationnés dans la région, les bases militaires américaines dans la région, raison pour laquelle d'ailleurs on voit la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. sont très inquiets et ne souhaitent pas des frappes. Alors des frappes jusqu'où et pour faire quoi au juste exactement. Donc, mais quel est l'état de la riposte quand même iranienne? Parce que vous évoquiez les frappes américaines et israéliennes, évidemment du mois de juin dernier, hein, la guerre dite des 12 jours selon l'appellation de Donald Trump. La riposte iranienne n'a pas été particulièrement spectaculaire. Il y a vraiment, les Iraniens ont vraiment le moyen de riposter de façon... Mais ils ont quand même riposté au-delà de ce qu'Israël pensait que l'Iran était capable de faire. Il y a quand même eu des cibles qui ont été parfaitement visées par les attaques iraniennes. Et ça, quand même, les Israéliens ont pris la mesure de ce que ça représentait. Et donc, aujourd'hui, avec la reconstitution, effectivement, dont parlait Azadeh, du potentiel balistique des Iraniens, on en est certain, les Israéliens, oui, et d'ailleurs, on l'a bien vu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, les Israéliens ne poussaient pas les Américains à se lancer dans une opération militaire parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à reconstituer, eux, leur défense. Maintenant, les Israéliens considèrent qu'ils ont reconstitué leur défense et donc maintenant, eux poussent les Américains à bombarder, estimant qu'ils craignent la riposte iranienne, mais avec le sentiment quand même qu'ils ont suffisamment reconstitué leur défense pour que ça n'aille pas au-delà de quelques dommages collatéraux auxquels ils peuvent s'attendre. Alors les États-Unis laissent planer donc la menace d'une intervention militaire, mais s'ils ne sont pas passés à l'acte ou s'il y a encore une incertitude, c'est aussi sans doute parce qu'une intervention militaire a souvent de lourdes conséquences. Regardons notre archive du jour qui nous ramène 23 ans en arrière, juste avant le déclenchement de la guerre en Irak. Les forces américano-britanniques actuellement déployées dans le Golfe, ce sont en tout 265 000 hommes, dont 45 000 Britanniques. Ils sont appuyés par 700 avions, des hélicoptères, des navires, dont 6 porte-avions équipés aussi de missiles de croisière, des chars. Ces forces sont réparties en plusieurs bases, partout dans le Golfe, ainsi que dans la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, d'où partiront les B-2 et les B-52. La base de l'offensive terrestre, c'est le Koweït, avec le plus gros des troupes, 125 000 Américains, dont une division aéroportée, et 25 000 Britanniques avec des chars et des hélicoptères d'attaque. Est-ce que c'est cette intervention de 2003 qui peut expliquer aujourd'hui, Azadekian, les hésitations de Donald Trump? Écoutez, à cette époque-là, vous l'avez montré, il y a des troupes au sol. Aujourd'hui, Trump ne va pas envoyer des troupes au sol et il se contente juste de dire « je vais frapper ». Mais frapper qui, frapper quoi et frapper jusqu'à quel point? L'Iran est un grand pays, ça a été dit, donc c'est pas à l'aide de ces frappes qu'il va parvenir à mettre au pas le régime islamique d'Iran. Puis on se pose la question de frapper quelle base, quelle personnalité, qui exactement. Quelques frappes ne vont pas changer grand-chose, si ce n'est que les ripostes iraniennes à ce moment-là contre les États-Unis, voire les alliés des États-Unis dans la région, ou en tout cas leur intérêt. Par exemple, le détroit d'Ormuz, à travers lequel passe, on le sait, plus de 30% du pétrole mondial. Donc il y a aussi des conséquences, raison pour laquelle Trump est en train de réfléchir. Et on sait aussi que les généraux américains lui ont parlé de tout ça et des, conséquences aussi néfastes pour les États-Unis, pas seulement pour l'Iran. Justement, Général Richoud, est-ce que si les Américains n'y vont pas, c'est parce qu'ils ont peur de perdre des hommes sur le terrain ? Ah oui, ça c'est possible parce que il faut bien se rendre compte qu'il y a les midterms dans 6 mois et que Donald Trump il prend un risque politique considérable. Et puis on parlait de l'exemple irakien où c'est encore quand même le chaos, je dirais presque 30 ans après. Mais n'oublions pas l'exemple plus récent de l'Afghanistan où après 20 ans de présence, ils sont repartis comme ça. Ils ont perdu l'Afghanistan en presque une semaine en se retirant de manière unilatérale. Et puis bien entendu le traumatisme du Vietnam dont on se souvient. Donc je pense que les exigences de Donald Trump qui veut quelque chose de court, de décisif et sans enlisement, c'est impossible. Si c'est court, ça ne sera pas décisif. Et si on veut que ce soit décisif, c'est véritablement long et un processus douloureux et avec un résultat incertain. Excusez-moi, parce que j'ai quand même un petit doute quand je vous écoute tous les trois. Effectivement, Donald Trump ne va pas y aller, c'est trop risqué, etc. Et tout. Ah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Ah non, un petit peu, en tout cas, c'est incertain. C'est Parce que ça me rappelle un petit peu, je pose ma question, ce qu'on disait au mois de décembre à propos de la situation au Venezuela, qui n'a rien à voir sur le plan militaire, bien sûr. Il n'y a pas du
du tout l'armada, les moyens militaires du côté vénézuélien, mais il y a aussi l'imprévisibilité de Donald Trump et le fait que lorsqu'il dit oui, on va discuter, finalement, au Venezuela est intervenu. Mais c'est vrai que là, on voit bien quand même qu'il est dans une logique de discussion, puisque là, les discussions sont aujourd'hui à Genève, qu'il y a eu plusieurs rounds, et on voit bien que en juin dernier, quand les Israéliens ont attaqué, il y avait des négociations que les Américains étaient en train de mener et que les Américains ont été un peu énervés de voir que les négociations avaient été mises à mal parce qu'il y a eu les bombardements. Après coup, il a rejoint les bombardements parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des objectifs qui étaient atteints et qu'il pouvait valoriser son action grâce à ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose quand même. Trump, la seule chose qui lui préoccupe, c'est comment lui va pouvoir ressortir vainqueur. Il y a ce côté tellement... Moi, je parle de la diplomatie narcissique de Trump, simplement. Donc, c'est aussi cet élément... il y a aussi la question du nucléaire, quand même. Oui, bien sûr. Mais le nucléaire, on voit bien aujourd'hui qu'il est prêt à lâcher, finalement, et avoir un accord qui serait proche de l'accord de 2015 que lui-même a dénoncé lorsqu'il est arrivé aux affaires en 2018. Justement, c'est ce qu'on va voir, Anna, puisque pendant ces menaces d'intervention militaire, les discussions continuent. Oui, c'est la 3e session, vous le disiez, depuis le début du mois de février. La première a eu lieu à Oman le 6 février, la deuxième 10 jours plus tard en Suisse. Et pour ce nouveau cycle de négociations à Genève, sont présents aujourd'hui l'émissaire américain Steve Witkoff, Jared Kushner, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi, le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, en tant qu'observateur technique, et puis bien évidemment une délégation de médiateurs omanais. L'Iran est censé y présenter sa nouvelle proposition aux États-Unis. Un haut responsable iranien a rapporté à Reuters que le régime serait donc prêt à limiter l'enrichissement en uranium. La moitié du stock d'uranium le plus enrichi pourrait être envoyé à l'étranger, comme cela avait été déjà exigé par Steve Witkoff, et le reste serait dilué sous supervision internationale en gage de bonne volonté. Téhéran envisage aussi d'ouvrir son marché aux entreprises américaines, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz. Et en échange, elle réclame aux États-Unis la levée des sanctions économiques et le droit à poursuivre son programme nucléaire civil. Il reste toutefois un sujet épineux qui pourrait potentiellement tout faire capoter. Les États-Unis veulent absolument évoquer la question de la portée des missiles balistiques iraniens et pour le moment, l'Iran s'y refuse. Azadekian, est-ce qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord ou alors est-ce que finalement tout ça c'est de la poudre aux yeux pour éviter d'être attaqué par les États-Unis ? Écoutez, il me semble que cette armada américaine dans la région a persuadé visiblement les dirigeants iraniens. À cela s'ajoute, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans la société iranienne. Le régime islamique d'Iran est très, très affaibli, très impopulaire, des vagues successives de mouvements sociaux. Le dernier en date, c'était en janvier, avec environ 30 000 morts. Donc, ils ont compris qu'ils ont intérêt à vraiment s'entendre avec les Américains, ne serait-ce que pour rester au pouvoir. Et donc, de ce fait, ils sont en train de faire des concessions qu'ils n'étaient pas en train de faire en juin 2025. Et ce sont des vraies concessions ? Absolument, des vraies concessions. Après, on va voir, parce que tout ça, on dit que moi, je ne suis pas parmi les négociateurs, mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus que concessions. En ce qui concerne d'ailleurs les missiles balistiques, je pense que le président Trump, mercredi, ce qu'il a dit, c'est que les Iraniens, leurs missiles peuvent atteindre les États-Unis. Ce qui est faux. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mensonge comme ça a été le cas pour l'Irak. Alors, pour essayer de justifier une éventuelle intervention militaire ? Non, pas du tout. Pour que les Iraniens puissent dire on s'engage à ne pas aller vers une technologie qui nous permettrait de vous atteindre, les États-Unis. Parce que pour l'instant, tout le monde sait que leur missile balistique a une portée de 2000 km, pas 10 000. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui reste du programme militaire iranien depuis les attaques de juin dernier ? L'arsenal nucléaire. Alors, l'arsenal nucléaire, on sait qu'il a été quand même sérieusement mis à mal par les bombardements, qu'il y a les compétences techniques sont là, parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui sont toujours là, même si beaucoup d'entre eux ont été tués par le Mossad dans des opérations dans toutes ces dernières années. Donc, mais il y a encore des capacités vraiment intellectuelles, si je puis dire, de spécialistes qui sont capables de continuer à travailler. Ce que l'on sait, c'est que le délai
qui permettrait à l'Iran d'obtenir cette capacité a été vraiment retardé de plusieurs années. C'est ce que disent un certain nombre de spécialistes. Est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui de contrôler puisque tout ça est disséminé, que c'est plus difficile d'envoyer des missions? Mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'installations qui ont été abîmées, qui ont été détruites, même s'il en reste, mais beaucoup ont été quand même abîmées. Donc aujourd'hui, les États-Unis peuvent faire valoir qu'en signant un accord, les conditions sont plus favorables qu'elles ne l'étaient auparavant, parce que le programme a été mis à mal par les bombardements de juin dernier. Donc pour les États-Unis, ça peut être le bon moment d'aller vers cet accord. Et les Iraniens ont très bien compris une chose, est-ce que c'est la première fois qu'on en parle de façon aussi claire dans les négociations, c'est tous les avantages économiques que les Américains retiraient d'une négociation. Et là, on voit bien que les Iraniens ont complètement compris où était le point faible de Trump, c'est de toujours parler de business, et en sachant que ça pouvait l'emporter. Ça signifie, si j'écoute bien Agnès Levallois, général Richoux, que cette guerre des 12 jours de juin dernier a été utile pour ouvrir la possibilité d'une négociation éventuellement conclusive. Alors cette guerre des 12 jours, on se rappelle que Donald Trump avait dit que c'était décisif, ils avaient fait une passe, ils avaient anéanti le nucléaire, et curieusement, le nucléaire est au centre des négociations. Là, ça prouve déjà qu'il a menti et que ce nucléaire n'a pas été anéanti. Mais ça force les Iraniens à négocier. Ça force les Iraniens à négocier. Moi, je suis quand même plus prudent. Je pense que l'assurance vie des Iraniens, c'est un jour d'obtenir le nucléaire, parce que quand on regarde l'exemple de la Corée du Nord, qui est un pays failli, qui a un tout petit budget, qui dépense 4 milliards par an pour sa défense, et avec l'arme nucléaire, on lui parle doucement, vraiment comme un acteur majeur des relations internationales, à la différence de l'Iran, à qui on essaye de tordre le bras. Et donc, je pense que le régime de Molla a tout intérêt, à un moment donné, d'obtenir l'arme nucléaire pour peser comme une puissance avec laquelle que l'on respecte sur le plan régional. La seule chose peut-être, si je puis me permettre, c'est qu'aujourd'hui, ce régime étant affaibli, et comme il y a des luttes au sein du pouvoir, on peut tout à fait penser que la partie la plus dure de ce régime, qui effectivement est dans cette logique d'obtenir l'arme nucléaire pour pouvoir s'imposer. Aujourd'hui, ce qui est important pour cette branche-là, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et pour se maintenir au pouvoir coûte que coûte, il doit lâcher quelque chose. Et c'est pour ça que, à mon avis, le moment, là, il y a un moment charnière auquel nous assistons, qui est pour cette frange représentée par Khamenei et cette clique autour de lui, c'est de se dire, on est très affaibli, là, on est coincé. Si on veut se maintenir au pouvoir, on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on négocie. Ce serait donc une assurance vie que de lâcher à ce moment-là, en tout cas, quelque chose, sauf que si jamais ça échoue et s'il y avait donc une intervention militaire, il y a évidemment, Marcelo, des risques de déstabilisation dans la région. Parce que cette région, c'est une poudrière, et c'est d'ailleurs ce qui préoccupe énormément Rafael Grossi, qui est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On l'écoute. No olvidemos que cuando se produjeron episodios bélicos anteriores, al Irán repostar a ese fuego, hubo blancos impactados en Qatar, por ejemplo, porque hay bases militares de los Estados Unidos en muchos de esos lugares. Entonces, la preocupación ya excede el territorio de Irán y se convierte en una preocupación subregional. Alors, Général Richoux, est-ce qu'il y a réellement un risque d'embrasement régional Il y a un risque d'embrasement régional, parce que si les Américains tapent, qu'ils fassent une seule frappe ou quelques frappes, et que les Iraniens ripostent. Où vont-ils riposter? Ils risquent de riposter sur les bases américaines, et puis notamment sur Israël. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a vu leur capacité de nuisance en juin dernier. On se rappelle que le dôme qui protège, anti-aérien qui protège Israël, au fur et à mesure des jours qui passaient, devenait de moins en moins étanche, et il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc effectivement, s'il y a frappe, il y aura vraisemblablement riposte des Iraniens dans toute la région. Et à ce moment-là, effectivement, la région peut s'embraser. Et n'oublions pas, ça a été dit tout à l'heure, le détroit d'Ormuz, c'est 20 à 30% du pétrole mondial. Il y a plusieurs centaines de vedettes rapides qui sont capables d'interrompre ce commerce et donc de paralyser le commerce mondial. Donc ils ont un pouvoir de nuisance tout à fait considérable aujourd'hui. Agnès Levallois, qu'en pensent les autres pays, et notamment l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'elle aussi a peur, craint cet embrasement de la région? Oui, et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, a dit qu'elle ne laisserait pas les Américains utiliser son espace aérien
cas de bombardement de l'Iran. On sait que le prince héritier Mohammed Ben Salman a beaucoup parlé avec Trump pour lui dire que l'Arabie Saoudite et les pays du Conseil de coopération du Golfe n'étaient pas du tout favorables à une guerre contre l'Iran. Les pays du Golfe sont ravis de l'affaiblissement de l'Iran, ça c'est une évidence absolue, mais de là aller jusqu'à des bombardements avec le risque de riposte sur leur territoire, puisque effectivement les bases américaines sont dans tous ces pays de la région, et ce qui veut donc dire des risques sur leur propre territoire, ce qui veut donc dire chaos potentiel. Et la seule chose qui préoccupe les pays du Golfe, il ne faut jamais l'oublier, c'est le business. Et que ce sont des pays qui sont engagés dans des stratégies de diversification économique. Juste à titre d'exemple, l'Arabie Saoudite a revu complètement à la baisse tous ses grands projets, en particulier le fameux projet, vous savez, Neom, de cette ville de 100 km. Maintenant, on parle de 2 km. Bon, parce qu'il n'y a plus d'argent, beaucoup moins d'argent, et cette situation régionale ne fait pas du tout les affaires de MBS et des pays de la région. Donc eux sont vent debout contre le risque d'une attaque, tout en la craignant, en se disant qu'il y a quand même un gros risque qui a lieu. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé à Azadekian, c'est la population iranienne qui continue à manifester. Elle est dans quel état d'esprit? Est-ce que le mouvement va se continuer? Est-ce qu'il peut y avoir un effondrement du régime de ce côté-là? Écoutez, moi je parie sur l'effondrement du régime parce que les mouvements vont continuer. On le voit déjà, les étudiants qui sont déjà dans les campus des universités sont en train de nouveau de manifester, et puis les mécontentements sont toujours là. Aucune revendication des mouvements sociaux précédents n'ont été satisfaites. Ce qu'on voit aussi, c'est que les opposants qui étaient très divisés, une partie des opposants sont en train effectivement de se réunir, à la fois des minorités ethniques et religieuses avec ceux et celles qui se disent républicains. Elles appuieraient une intervention américaine? Écoutez, non, en fait, je ne parle pas de fils de Reza Pahlavi. Oui, il est pour le bombardement, il est pour une intervention militaire américaine et israélienne même, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Mais la population, après la répression sanglante, inédite depuis toute l'histoire de la République islamique qu'elle a subie au mois de janvier, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle verrait quand même d'un bon œil une intervention américaine qui fasse chuter le régime? Honnêtement, l'Iran a 90 millions d'habitants et il n'y a pas une seule opinion par rapport à ces bombardements. Les gens sont, je pense, aussi intelligents pour comprendre que ce n'est pas à travers des frappes, entre guillemets, ciblées qu'on puisse renverser ce régime. Ce qu'ils souhaitent, dans leur grande majorité, c'est le renversement du régime. Maintenant, il y en a qui pensent qu'à travers des frappes, on va fragiliser le régime et donc ça va être beaucoup plus facile après pour la population de le renverser. D'autres qui pensent qu'il y aura au contraire, il faut attendre aussi et s'attendre à des ripostes encore plus sanglantes de la part du régime parce qu'ils vont, par exemple, ils risquent de tuer, d'exécuter ces 50 000 prisonniers qui sont actuellement dans les prisons suite à des manifestations et encore davantage de répression. Donc en fait, les avis, à ma connaissance, divergent. Il n'y a pas une seule opinion. Il y en a qui en ont vraiment tellement marre de ce régime, détestent tellement ce régime, qui disent « OK, pourquoi pas des frappes ?» mais pas au point, disent-ils, de détruire l'Iran, comme si des frappes ciblées existaient. Agnès Levallois, détruire le régime, renverser le régime des Mollahs, est-ce que c'est vraiment d'ailleurs le souci, le but de Donald Trump? Ou est-ce qu'il préfère un régime extrêmement affaibli, justement, mais toujours en place, c'est-à-dire une situation plutôt stable, notamment au regard des conséquences d'autres interventions américaines antérieures, on en parlait, notamment en Irak il y a 23 ans dans la région. Il me semble plutôt que Trump n'est pas dans la logique d'un renversement du régime. Il veut l'affaiblir, ça c'est clair, et de ce point de vue-là, son point de vue se rapproche du point de vue des monarchies du Golfe. Hein, on laisse ce système. L'avantage qu'on a, c'est qu'on le connaît, ce système. Il est ce qu'il est, on l'aime pas, mais on le connaît. S'il disparaît, qu'est-ce que c'est? C'est le règne des milices, à l'image de ce qui s'est passé en Irak depuis 20 ans, et un Irak qui n'a toujours pas retrouvé sa stabilité. Et donc, ce que craignent les pays du Golfe, et je pense Trump, c'est plutôt le règne des milices en Iran, et alors là, avec toutes les conséquences imprévisibles dans lesquelles on va se retrouver. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes.